Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, petite série de 3 vidéos afin de présenter le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale. Donc pour commencer à introduire cette séquence, nous pouvons dire que cette guerre débute à la fin des années 30 et donc c'est un conflit exceptionnel à plusieurs titres. Tout d'abord, cette guerre s'est peu à peu internationalisée à l'ensemble de la planète, tant au niveau des combats qu'au niveau des acteurs. De plus, elle s'est caractérisée par une extrême violence touchant à la fois civils et militaires, dont les génocides vont symboliser cette horreur. Donc durant cette séquence, nous aurons comme problématique en quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle une guerre d'anéantissement. Donc afin de répondre à cette question, cette première vidéo aura pour but de refaire une chronologie rapide de la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre ce conflit, il faut en effet se replacer dans le contexte tendu des années 30. En effet, ces années sont marquées par à la fois les conséquences de la crise économique mondiale, qui va avoir de fortes répercussions sur les sociétés et notamment va entraîner, comme on a pu le voir précédemment, des bouleversements à la fois politiques et sociaux. Et notamment dans les bouleversements politiques, on va avoir l'émergence également de régimes totalitaires qui vont remettre en cause l'équilibre diplomatique, notamment voulu par le traité de Versailles en 1919. Donc ces régimes, d'ailleurs, notamment pour l'Italie et surtout l'Allemagne, ne vont cesser de multiplier les différentes conquêtes à l'image de la crise des Sudètes en 1938, et cela dans, pas l'indifférence, mais je dirais plutôt face à l'inaction notamment des grandes puissances. Et le symbole est la SDN qui est censée garantir la paix et qui est incapable de réguler les conflits internationaux. Donc, dès juillet 1937, un premier front va s'ouvrir en Asie, notamment sur le front Pacifique, avec le Japon qui va lancer la conquête de la Chine, qui est son objectif privilégié. Alors pourquoi on va parler d'ouverture de la guerre? C'est tout simplement parce que le Japon va devenir un allié de l'axe Berlin-Rome à partir du 27 septembre 1940. Donc cette ouverture de la guerre en 1937 va notamment aboutir, on le verra plus tard, à un massacre à Nankin qui va véritablement être dramatique. En Europe, là, la guerre va être déclenchée à partir de septembre 1939, le 1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne. Donc cette invasion de la Pologne, donc comme j'ai dit tout à l'heure, est dans la lignée des conquêtes nazies que l'on a pu voir à partir de la moitié des années 30, notamment comme on a pu le voir avec la Tchécoslovaquie, l'Autriche, le territoire de Memel, bref, tout un ensemble. Donc on se place dans cette logique et donc du coup, le 1er septembre 1939, l'Allemagne va décider d'envahir la Pologne ainsi que le territoire de Danzig. Donc, très vite, l'objectif de l'Allemagne va être d'isoler le champ de bataille en détruisant tout moyen de communication. Alors comment ils vont s'y prendre? Ils vont tout simplement utiliser des blindés qui vont percer assez rapidement les défenses polonaises avec une relative facilité. Et à côté de cela, on va avoir la Luftwaffe, c'est-à-dire l'aviation allemande, qui va attaquer les postes de commandement, les jonctions ferroviaires, ainsi que les concentrations de troupes. Donc cette coordination terrestre et aérienne va représenter une forme de guerre entièrement nouvelle. Elle sera d'ailleurs qualifiée par un journaliste italien de blitzkrieg ou encore de guerre éclair. Cette invasion de la Pologne va amener les grandes puissances telles que la Grande-Bretagne, la France, ainsi que quelques pays du Commonwealth comme l'Afrique du Sud, l'Australie et le Canada, à déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939.
Si la Grande-Bretagne, elle, s'est préparée depuis quelques semaines à rentrer dans la guerre, ce n'est pas du tout le cas de la France. La France va suivre la Grande-Bretagne à contre-cœur. Pourtant, il est estimé qu'en 1939, les forces militaires les plus importantes en Europe sont en France. Et cela va se rajouter au fait que, sachant que la totalité de l'armée allemande est sur le front de la Pologne, une attaque française sur le front occidental entraînerait une faible opposition. Cependant, au lieu d'adapter une stratégie offensive, l'état-major français va plutôt prendre l'option de renforcer sa ligne Maginot, c'est-à-dire une ligne de fortification qui a été bâtie entre la France, par la France, excusez-moi, le long de la frontière avec l'Allemagne. Donc du coup, va plutôt prendre une stratégie défensive. Donc cela aura, on verra plus tard, des conséquences assez désastreuses. En Pologne, la situation malheureusement va aller de mal en pis puisque le 17 novembre, la Pologne va subir une invasion de la part des soviétiques, donc en accord avec la clause secrète du pacte de non-agression entre Staline et Hitler au mois d'août 1939. Et donc cela va aboutir à la défaite de la Pologne et l'invasion de la Pologne malgré une résistance polonaise courageuse. À partir de là, il semble évident, notamment pour les Britanniques et les Français, que l'Allemagne va tout simplement tenter de faire une offensive à l'ouest. Cependant, cette invasion prévue ne va pas se matérialiser à la fin de l'année 1939 et c'est le début de ce qu'on va appeler la drôle de guerre. Donc c'est une difficile accalmie qu'on va avoir. Cependant, voulant empêcher l'approvisionnement en fer de l'Allemagne, les Alliés vont relancer les combats en Norvège, mais ces derniers, mal préparés et mal équipés, vont subir un lourd revers. Et à la suite de cette crise en Norvège, les Allemands vont décider alors de passer à l'offensive à l'ouest à partir du 10 mai 1940 et grâce à leur technique militaire nouvelle, vont réussir à s'emparer très rapidement des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg. Et cette offensive ne va pas simplement s'arrêter à ces simples territoires, puisqu'ils vont également directement attaquer la France. Et ils vont surprendre notamment la France en passant par les Ardennes, qui étaient considérées comme impraticables pour les chars par les généraux français, et ils vont tout simplement surprendre les Français et ils vont percer assez facilement le front français en contournant la ligne Maginot. Et cela, vous en doutez bien, va entraîner une débâcle terrible de la part des Français. Et au final, des dizaines de prisonniers vont être faits, on va avoir également de nombreux morts, et la France va être obligée de signer l'armistice le 22 juin 1940, divisant le pays entre une zone libre et une zone occupée. Des milliers de Français vont se retrouver en exode pour fuir l'occupation. Et donc, si on doit prendre le bilan de cette offensive à l'ouest, seuls les Britanniques, menés par Winston Churchill, vont se retrouver en position de résistance. Donc, Hitler n'a pas véritablement la volonté au départ d'envahir l'Angleterre, car cela lui semble un moyen trop démesuré et trop épuisant d'attaquer ce front. Mais par contre, la stratégie qu'il va décider, c'est de bombarder les villes anglaises pour pousser les Anglais à négocier, ce qu'on appelle le Blitz. Mais malgré des bombardements qui vont être terribles, de septembre 1940 à mai 1941, le Royaume-Uni ne va pas rompre. La situation, elle, va continuer. En 1941, la guerre va s'étendre sur le pourtour méditerranéen. Donc l'Allemagne, venant au secours de l'Italie, va envahir les Balkans, puis déployer ses forces, comme vous pouvez le voir sur la carte, en Afrique du Nord, avec les troupes de l'Afrika Korps, dirigées par Rommel.
Dans le même temps, Hitler va lancer ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Donc cette opération est une attaque surprise de l'URSS et donc du coup un non-respect du pacte de non-agression. En effet, Hitler a toujours considéré les soviétiques comme son grand ennemi et l'ennemi à notamment détruire. En 3 mois, l'armée rouge va être vite débordée et les Allemands vont parvenir aux portes de Leningrad et de Moscou. Et donc, c'est véritablement ce qu'on peut qualifier en 1941 d'apogée de l'Empire nazi. Dans le Pacifique, la situation également a l'avantage des forces de l'Axe. C'est-à-dire que le Japon va imposer son autorité sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique, comme on peut le voir notamment sur la carte. Il tente de conquérir la Chine, n'hésitant pas à massacrer des millions de Chinois, à la fois militaires comme civils. Et ces derniers vont aller encore plus loin. Désireux de s'assurer la suprématie sur la totalité de la zone pacifique, ils vont attaquer par surprise les États-Unis à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Donc Pearl Harbor, c'est une base sur laquelle on avait notamment une partie du contingent de l'armée américaine. Donc le bilan pour les États-Unis va être lourd puisqu'on va compter 2400 morts, une flotte qui va être partiellement détruite. Et à la suite de cette attaque, le lendemain, les États-Unis vont décider de déclarer la guerre au Japon. Et on peut dire qu'au début de l'année 1942, la guerre est donc devenue mondiale. Cependant, cette entrée des États-Unis va entraîner tout simplement un renforcement des positions alliées. Effectivement, les Alliés vont compter alors 24 pays et chacun va décider, à partir de 1942, de coordonner sa stratégie afin de renverser la situation. Par exemple, on peut citer le Royaume-Uni et les États-Unis, qui vont à la fois s'imposer dans les airs et dans la mer pour détruire à peu près 60% de la flotte allemande dès l'année 1942. De plus, les États-Unis décident de devenir l'arsenal du monde libre, selon l'expression de Roosevelt, en fournissant aux Alliés et aux mouvements de résistance armes et munitions. Donc notamment sur les chiffres, on peut citer 270 000 avions, à peu près 90 000 chars ou encore 65 millions de tonnes de navires. Et donc cette nouvelle stratégie va entraîner un début de basculement de la guerre, comme notamment vont le prouver certains événements durant cette année 1942. Alors en 1942, déjà dans le Pacifique, la progression japonaise, que l'on a vu notamment avec l'invasion de la Malaisie, de Singapour, va être stoppée par les forces américaines du général MacArthur, qui va remporter des batailles très importantes, notamment lors de la mer du Corail en mai 1942, également lors de la bataille de Midway, qui est à l'image en juin 1942, ou encore lors de la bataille de Guadalcanal entre août 1942 et octobre 1943. Sur un autre front, le front de l'Afrique du Nord, là aussi la situation va évoluer puisque les troupes allemandes de Rommel vont être battues par les Britanniques en Égypte à El Alamein en novembre 1942, repoussant l'Allemagne vers la Tunisie. Dans le même temps, comme on peut le voir notamment sur la carte, un débarquement des troupes anglo-américaines va se faire, notamment au Maroc et en Algérie, prenant en tenaille les troupes de l'Axe, les obligeant à se rendre. Enfin, sur le front Est, les forces allemandes vont vite se heurter à des défis logistiques, c'est-à-dire que le territoire va être extrêmement vaste, les routes vont être en mauvais état, le climat va être hostile, et donc la Wehrmacht ne va pas réussir à prendre Moscou ni Leningrad. Elle va malgré tout tenter de prendre Stalingrad, qui est un peu un symbole de l'URSS, et un lieu stratégique en direction des gisements pétroliers du Caucase. Et donc une guerre urbaine entre juillet 1942 et février 1943 va être terrible, et cela va aboutir à la capitulation du commandant allemand Friedrich Paulus à la suite d'un siège de l'URSS. Et cette victoire va marquer notamment le début de la contre-offensive soviétique en Europe, à l'image de la victoire à Koursk, qui est considérée comme l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire.
Donc ces différents succès en 1942 et 1943 vont être en fait la base de ce qu'on va pouvoir qualifier de la victoire des Alliés entre 1943 et 1945. Donc tout d'abord, à la suite du succès en Afrique du Nord, les Alliés vont décider de se débarrasser de l'ennemi italien et donc d'enlever une puissance aux différentes forces de l'Axe. Ainsi, à partir de juillet 1943, les Alliés vont débarquer en Sicile puis en Italie, au terme d'une opération qu'on va appeler l'opération Avalanche, et vont libérer la péninsule italienne, provoquant dans la foulée la chute de Mussolini. Ainsi, l'armistice est signé le 3 septembre 1943 et cela va être le début, le déclenchement en fait de grandes offensives en 1944. Donc tout d'abord, quand on parle des grandes offensives de 1944, il faut revenir à l'origine de ces grandes offensives. Et cette origine, ça va être ce qu'on appelle la conférence de Téhéran. Donc à Téhéran, en décembre 1943, est décidé qu'une opération aura lieu en Normandie et dans le sud de la France, conjointement à une opération sur le front Est, dont la position exacte n'est pas évoquée. Par ailleurs, il est convenu durant cette convention, où on va retrouver notamment Staline, Roosevelt et Churchill, donc il va être convenu que l'on chercherait à tromper l'ennemi sur le lieu de l'offensive pour l'empêcher d'y concentrer ses troupes. Enfin, il est prévu que les alliés occidentaux et soviétiques resteraient en contact pour planifier les différentes opérations en Europe. Donc, pour commencer, nous allons évoquer tout ce qui va concerner le débarquement en Normandie. Donc, ce débarquement en Normandie va notamment être à l'origine de trois puissances, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, qui vont être commandés par le général américain Eisenhower, ainsi que le britannique Montgomery, pour tout ce qui est la question des forces terrestres. Donc du coup, ce débarquement, comme on peut le voir sur la carte, va avoir lieu dans le Cotentin. Donc tout d'abord, des forces vont être parachutées à l'arrière des côtes pour tenir les ponts et permettre une avancée des troupes alliées. Il s'agit également, vous en doutez bien, de prendre les Allemands à revers. À partir de là, la marine va bombarder les fortifications allemandes sur les côtes, mais aussi sur les villes de l'arrière-pays. Et donc, le 6 juin 1944, les troupes vont débarquer sur les plages, chaque pays ayant, comme vous pouvez le voir, sa propre plage. Bon, par contre, il faut bien mettre en avant le fait que ces plages sont protégées par des fortifications allemandes appelées blockhaus, des mines et des chevaux de frise. Par exemple, à Omaha Beach, le débarquement va faire de nombreux morts parmi les Américains. Et donc, ces plages vont être conquises, mais dans un bain de sang absolument terrible. À partir du moment où on va prendre ces plages, cela va permettre de mettre en place la stratégie alliée, c'est-à-dire de créer des sortes de ports artificiels pour faire débarquer à la fois les armées et le matériel de guerre. Donc au final, cette opération Overlord, c'est l'autre nom qu'on va donner au débarquement en Normandie, va permettre une lente reconquête en fait du nord du territoire. Donc la Normandie notamment est reconquise jusqu'à la falaise, excusez-moi, le 21 août, comme vous pouvez le voir là au sud de la carte, et Paris sera libéré le 26 août 1944. Concernant le bilan humain, on peut le voir notamment, ces opérations donc ont entraîné la perte de 200 000 hommes côté allié contre 450 000 côté allemand. Notamment du fait qu'il y a un grand nombre de prisonniers. On peut également mettre en avant le fait qu'il va y avoir un bilan très lourd pour les civils, puisque 20 000 civils vont être tués, surtout du fait des bombardements qui vont détruire les villes alentours.
Mais si on doit retenir quelque chose de cette opération, c'est que le bilan va être très favorable aux Alliés, puisque l'armée allemande semble désormais affaiblie, et qu'un grand nombre de soldats à la fois britanniques et américains ont réussi à débarquer sur le sol européen. Sur le front Est, l'opération Bagration va être déclenchée durant l'été 1944, du 22 juin au 19 août pour être précis, notamment dans les territoires de Biélorussie, de Pologne, ainsi que dans les pays baltes, excusez-moi. Donc cette opération, en fait, ça va être une reprise tactique de la part des soviétiques de la technique de la Blitzkrieg. C'est-à-dire que, compte tenu, comme vous pouvez le voir sur le tableau, des effectifs très largement en faveur des soviétiques, notamment au niveau des soldats, mais également au niveau du matériel de guerre, que ce soit les chars, les avions, les canons. Donc les soviétiques vont décider de faire de multiples bombardements aériens, qui vont être d'autant plus facilités que les Allemands n'avaient prévu peu d'avions pour les contrer. On va avoir également une avancée rapide des chars, suivie ou accompagnée par l'infanterie, en laissant des troupes autour des villes tenues par les Allemands jusqu'à leur reddition. Donc du coup, cette opération Bagration va être un véritable succès pour l'URSS, et ce pour plusieurs points. Donc tout d'abord, on peut mettre en avant le bilan territorial, avec notamment la reconquête de la Biélorussie en 3 mois, également la reprise d'une partie donc des pays baltes, ainsi que l'est de la Pologne jusqu'aux portes de Varsovie. Également, le bilan humain va être très largement en faveur des soviétiques, donc 178 500 soviétiques contre 290 000 allemands, même si les chiffres restent quand même très très conséquents. Enfin, au niveau du bilan politique, c'est le poids de Staline qui va être renforcé, notamment par rapport à ses relations avec les Alliés, et également le sentiment également de voir, notamment en Europe de l'Est, l'URSS comme étant les grands libérateurs de la guerre. D'ailleurs, au passage, vous pouvez le voir sur l'image du document numéro 5, on voit que Moscou n'a pas hésité à faire de la propagande vis-à-vis de ses succès, notamment en faisant défiler les prisonniers allemands. Au final de ces doubles opérations, les Allemands vont être pris complètement en assaut sur les deux fronts. Et donc, le 26 avril 1945, les armées américaines et soviétiques se rejoignent sur l'Elbe. Et donc, le 30 avril, les soviétiques vont réussir à s'emparer de Berlin, après une semaine de combat. Donc, Hitler va se suicider et l'Allemagne va signer une capitulation sans condition le 8 mai 1945. Donc, la guerre est finie en Europe. Cependant, elle n'est pas finie dans le Pacifique. En effet, dans le Pacifique, les Américains ont beaucoup de mal à avancer, puisque les opérations, comme vous pouvez le voir sur la carte, consistent à prendre île après île, et ils vont notamment se heurter notamment à la résistance des kamikazes. Donc ces derniers font subir des pertes importantes aux États-Unis, comme notamment lors de la bataille d'Okinawa en avril 1945. Et donc, afin de marquer un arrêt définitif au combat, les États-Unis vont décider d'employer les moyens les plus destructeurs. Ainsi, le nouveau président américain Harry Truman va décider le bombardement nucléaire, à la fois le 8 août avec une bombe à l'uranium sur Hiroshima, et le 9 août avec une bombe au plutonium sur Nagasaki. Donc celles-ci vont provoquer en fait des champignons nucléaires qui vont monter à plusieurs kilomètres d'altitude. Donc dans son discours du 9 août 1945, Truman va expliquer l'utilisation de ces armes nucléaires par la volonté de mettre rapidement fin au conflit, de sauver les vies américaines, et d'arrêter également la cruauté des Japonais, notamment à l'égard des prisonniers américains, et le manque également du respect des lois internationales de la part de ces Japonais.
Également, donc du coup, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que les conséquences de ces bombardements nucléaires vont être terribles, hein. Donc vous en doutez bien, on va avoir 70 000 morts immédiats à Hiroshima, 40 000 à Nagasaki, des dizaines de milliers de blessés graves qui vont mourir à la suite de leurs blessures et des irradiations, une destruction presque totale d'Hiroshima, à pratiquement 90%, 90%, et une grande partie de Nagasaki qui va être détruite. Donc, au final, ce bombardement va accélérer la fin de la guerre, même si c'est pas complètement la fin de la guerre. Faut savoir que notamment, dans le même temps, les soviétiques vont notamment envahir la région de Mandchourie, qui a été tenue par les Japonais sur le territoire de la Chine. Bref, au final, l'empereur Hirohito va tout simplement décider d'arrêter le combat et de signer la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Et là, officiellement, on peut dire que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale.